Rajat Jones, qui est un grand de la méditation transcendantale, a évoqué une loi de la nature exceptionnelle en Égypte, nous disant que rien n'est anodin. Cette multiculture et multireligion n'est pas anodine. Et cette hypothèse a été confirmée par notre aimable invité, la personne que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, Claude Lambolet, une Suissesse née sur cette terre avec cette loi exceptionnelle de la nature, une admiratrice de la culture égyptienne, égyptologue aussi, mais avec elle, nous allons remonter le temps et vivre la belle époque et les beaux souvenirs de l'Égypte. Claude Lambolet. Claude Lambolet, bonjour. On a beaucoup réfléchi au titre qu'on aurait pu associer à votre nom et finalement j'ai décidé de mettre témoin. Témoin de la belle Égypte, témoin des beaux souvenirs de l'Égypte en noir et blanc et l'Égypte en couleur aussi. Donc permettez-nous de nous plonger dans votre monde et de vous peindre une toile. Tout d'abord, comment se fait-il que vous êtes né en Égypte alors que vous êtes originairement suisse? Eh bien parce que mes parents y étaient. Donc mon père est suisse, était suisse, et mon père a émigré en Égypte au début du siècle passé, en 1920 ou 22, je ne me souviens pas exactement, comme jeune homme. Il est venu ici à l'âge de 19 ans en accompagnant sa mère et son beau-père. Sa mère s'était remariée et avait épousé un monsieur Landrock. Donc il est venu avec sa mère et son beau-père pour travailler, uniquement pour travailler. En 1920, c'était le lendemain de la guerre en Europe, de la Première Guerre mondiale. Les choses étaient extrêmement difficiles. Trouver du travail pour un jeune homme n'était pas évident. Et il a été très content de pouvoir accompagner sa mère et son beau-père. Il est arrivé ici, il n'en est plus jamais reparti puisqu'il est décédé ici. À l'époque, l'Égypte était un monde lointain, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de moyens de communication aussi sophistiqués. Comment se fait-il qu'ils ont choisi l'Égypte pour s'y installer? L'Égypte était une terre d'accueil. C'était vraiment la terre hospitalière par excellence. Il y a eu énormément d'Européens qui sont venus en Égypte tenter leur chance. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont moins bien réussi, mais tous étaient accueillis très très bien. Et tous, absolument tous, même ceux qui ont dû repartir après avec les années, tout ce qui s'est passé dans les années 50-60, tous ont gardé un souvenir tout à fait extraordinaire de l'Égypte. Donc ils se sont installés ici, ils se sont mis à travailler ici. Landrock s'est associé avec Lennert et ont créé cette société, Lennert et Landrock. Lennert était photographe et Landrock était l'homme d'affaires, si vous voulez, le commercial. Ensemble, ils ont créé une librairie, une deuxième librairie. La première librairie était en face de l'ancien hôtel Shepherd's. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un hôtel magnifique. Donc il était photographe? À l'origine, Lennert était photographe de métier, oui. Landrock, non. Landrock était un homme d'affaires. Avant d'aborder votre enfance, votre mère, c'est qui? Mon père s'est marié avec ma mère. Ma mère était une Grecque née en Égypte. Elle-même née en Égypte. Son père avait émigré. Son père était venu de Grèce et c'était des commerçants en tabac et fabricants de cigarettes.
Alors que vous n'aimez pas les cigarettes. Je déteste, je déteste, mais je dois dire que ma mère non plus, qui était fille de cigarettier, donc, n'a jamais fumé. Et mon père non plus n'a jamais fumé. Donc voilà. Mais toutes mes tantes ont fumé. La cigarette a été un, comment dire, Oui, un leitmotiv. Du reste, mon grand-père, que je n'ai pas connu malheureusement, avait sa fabrique de cigarettes pas très loin d'ici, à la rue Taoufeïa. donc la famille s'est construite ici ou reconstruite parce que c'était un beau-père et finalement vous avez vécu ici. Est-ce que vous aviez des liaisons quand même avec la Suisse? Pendant un certain temps, j'ai quand même quitté l'Égypte parce qu'à un certain moment, on a cru que, disons, les choses étant très difficiles après la Révolution. Quelle révolution? La première. révolution que j'ai connue en 1952, le Oui. 18 juillet 1952, les choses ont été très difficiles après. Donc, je suis quand même restée quelques années ici, j'ai fait mes écoles. J'étais à l'école allemande de Saint-Charles-Borromée. J'ai terminé cette école-là. Et puis après, il s'agissait de trouver un endroit pour continuer les études. Et c'est à ce moment-là que j'ai été en Suisse, à Lausanne, pour terminer, pour faire ce qu'on appelle une maturité fédérale en Suisse. Donc c'est l'équivalent d'un baccalauréat, si vous voulez. Et puis après, à l'université. Et toutes ces années-là, je ne suis pas revenue en Égypte, ou très peu. Et c'est par la suite où quand même, l'Égypte me manquait énormément et où j'ai commencé à revenir. Et par la suite, j'ai rejoint mon père pour travailler avec lui. Quelle étude avez-vous faite? En Suisse, j'ai fait donc après la maturité fédérale, j'ai fait une licence en égyptologie à Genève. Donc vous avez quand même gardé le contact avec l'Égypte, Toujours. même en étant à Toujours. Genève. Eh bien Claude, permettez-moi de vous dire Claude, carrément, pourquoi ce coup de foudre pour l'Égypte? On ne peut pas dire que ça soit un coup de foudre. C'est tout simplement que je considère l'Égypte comme mon pays. C'est tout. Claude Lambollet, qu'est-ce qui vous a attaché à cette terre? Allez savoir. Allez savoir. C'est parce que c'est une terre attachante, que les gens qui y habitent sont attachants. Et quand on y a vécu, on ne peut pas l'oublier. Et les gens que vous mentionnez ou qui vous sont passés par l'esprit en ce moment en parlant de gens attachants, est-ce que ce sont les mêmes à nos jours? Oui, ce sont les mêmes. Les conditions de vie ont beaucoup changé. Les conditions de vie ont énormément changé. Ça, on ne peut pas s'en cacher. La vie est devenue plus difficile. Maintenant, je ne sais pas si je considère qu'elle est devenue plus difficile parce qu'aussi j'ai vieilli. Alors, Non. je ne sais pas trop si c'est ça mais je crois que effectivement, la vie est devenue plus difficile. Mais il me semble que les gens, dans leur ensemble, même s'ils souffrent énormément, parce que là, je vois autour de moi quand même, ça n'est pas facile du tout. Mais ça n'est pas facile nulle part. En Europe, vous voyez ce qui se passe en ce moment. Ça n'est pas facile non plus. Et pourtant, il me semble que ici, les gens arrivent à garder un certain, d'abord l'humour égyptien, qui est tout à fait extraordinaire. Et puis, peut-être une confiance en l'avenir. Voilà. Ils savent que les choses vont s'arranger et elles vont s'arranger, ça c'est certain. Mais il faudra du temps. Vous avez vécu la révolution de 1952. Quels sont vos souvenirs de cette époque? De 1952, écoutez, mes souvenirs de cette époque sont l'idée d'avoir traversé un moment de l'histoire, surtout. La même chose s'est passée ici, pour la dernière révolution. L'idée d'avoir traversé un moment de l'histoire, un bouleversement de l'histoire. En 1952, c'était le départ du roi, parce que moi je suis née encore sous le règne du roi Farouk. Le départ du roi, de sa famille, beaucoup de choses dans la société qui changeaient, une nouvelle société qui s'est mise en place, une nouvelle élite, le regret de l'élite ancienne de voir les choses passer,
le refus de voir aussi la réalité, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient pas voir que les choses avaient changé. Voilà, c'est un petit peu tout ça, et tout ça lié à l'adolescence, ce qui fait que j'ai beaucoup de souvenirs, mais pas de souvenirs malheureux. Il n'y a rien d'amer là-dedans. Il y avait toujours cet espoir que les choses s'arrangeaient. Et puis il faut dire qu'au début du gouvernement bon, d'abord il y a eu le gouvernement de Mohamed Naguib, et puis 2 ans après c'est Nasser, n'est-ce pas, qui a pris les rênes du pays. Au début, l'espoir était immense, immense. Voilà. Et alors il y a des choses qui ont été pour le mieux et il y a des choses qui ont été pour le moins bien, malheureusement. Est-ce que vous étiez en contact, vous aviez des liaisons avec des gens ayant des relations avec le roi? Alors au début, ils pensaient que le roi allait revenir. Au début, ça n'était pas du tout définitif, c'était juste disons, un moment à passer. Et puis petit à petit, ils ont bien dû se rendre à l'évidence. Et puis, il y en a qui se sont faits, qui ont dû chercher du travail ailleurs, qui ont trouvé du travail, qui se sont refaits, disons. Il y avait toujours une nostalgie extraordinaire. Et surtout une nostalgie du pays, beaucoup plus que de, comment vous dire, beaucoup plus de l'état d'avant. Une nostalgie du pays. Je crois que quand on est égyptien, ou quand on est né en Égypte, il n'y a rien à faire. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas se faire à autre chose, on ne peut pas penser autrement que comme un Égyptien. Et ça, ce qui fait que quelquefois là, j'ai ressenti beaucoup de douleur, oui, de gens qui ont dû partir et qui ne pouvaient pas revenir. L'histoire nous présente ces gens-là, l'élite de cette époque, comme les démons du féodalisme. Et une dame qui est Samia Serabiddine a écrit un livre intitulé La maison de la famille, justement expose l'autre côté de cette époque, c'est-à-dire ceux qui ont été affectés par la Révolution et à quel point c'était des gens qui faisaient du bien quand même, qui étaient pour les pauvres, c'était des gens qui ont été énormément appauvris par la suite. Donc, d'après vous, qui avait raison? Est-ce que c'est la nouvelle élite qui a fait son apparition, qui s'est accaparée des biens qui ne lui appartenaient pas, ou ce sont les personnes féodales mais qui s'étaient appropriées de ses propres biens? Qui avait raison, ça on ne peut pas le dire, personne n'avait raison. C'était l'époque. Il faut remettre tout ça dans l'époque où ça s'est passé. En 1952, il n'y avait nulle part dans le monde. On ne parlait beaucoup de démocratie. On évoquait beaucoup le droit des pauvres. Nulle part dans le monde. C'était partout un peu la même idée. Celui qui était riche, on appelle ça maintenant le paternalisme, se comporter envers ses employés comme un père. Alors, selon qu'il ait été très bon ou moins bon, les employés souffraient plus ou moins. Mais je crois que dans l'ensemble, tout le monde acceptait cette situation parce qu'on n'en connaissait pas d'autres aussi, il faut le dire. On ne savait pas comment vivre autrement. Maintenant, il faudrait poser la question à quelqu'un qui a vécu à cette époque-là et qui en a beaucoup souffert. Dans la classe paysanne, peut-être, ou bien dans la classe ouvrière, peut-être aussi. Mais moi,